Salut à toi, sympathique viewer, je suis Tom Tokier et là maintenant tout de suite, si je te parle de pirates, ton imagination frétille et tu vois apparaître des combats de sabres sur le pont de navires gigantesques, des tonneaux de rhum coulant à flot sur le sable blanc de plage paradisiaque, de joyeux frères de la côte en train de chanter, sentant la crasse, le tabac et la poudre, quelques sadiques qui torturent ça et là pour le plaisir, quelques violeurs qui violent ça et là pour le plaisir, bref, tu vois la vie, la vraie. Rajoute à ça l'aventure, les trésors cachés, l'appel du grand large et les poitrines opulentes des femmes de petite vertu, et tu as quelque chose qui ressemble au bonheur pour peu que tu sois aussi tordu que moi. Le problème, c'est que ce charmant tableau n'est rien d'autre qu'un ramassis de conneries toutes plus caricaturales les unes que les autres. Et oui, je sais, quelle déception. Tu es là pour entendre parler de putes et de pièces de 8 et je brise ton élan sans aucune pitié. Mais rassure-toi, jeune freluquet, car aujourd'hui Curiosity t'ouvre ses portes et te propose, à travers 5 des stéréotypes les plus répandus à propos de la piraterie, de faire la part des choses entre mythe et réalité. Bienvenue. Premier cliché, premier stéréotype, première caricature, intéressons-nous à la description physique du bonhomme. Un bon pirate a forcément une jambe de bois, parce qu'une jambe de pierre pèserait trop lourd, un crochet, parce que c'est accrocheur, un cache-œil, parce que c'est sexy, et une boucle d'oreille, parce qu'à son époque, cousin, le pirate pèse. Jusque-là, j'en conviens, ça ressemble plus à une liste d'accessoires SM qu'à la description de ton sympathique voisin de palier. Si ton voisin de palier correspond à cette description, je serais toi, je me poserais quelques questions. Mais pas là, pas maintenant, pas tout de suite, parce que là, on est occupé. À bien des occasions, les pirates pouvaient se blesser plus ou moins gravement. Un bateau en bois, t'imagines bien, il devait y avoir des échardes absolument partout. De là vient l'importance considérable accordée aux chirurgiens à bord, qui ne sait généralement d'ailleurs pas faire grand-chose de plus qu'amputer. Eh, tu vois, tout bib, j'ai une écharde là. Je crois qu'il faut amputer. La jambe de bois et le crochet font office de prothèse rudimentaire. Le cache-œil, c'est plus parce que c'est bien dégueulasse, un trou béant au milieu de la quiche. Donc oui, de nombreux pirates avaient un morceau qui manquait, mais contrairement à la croyance générale, les estropiés ne mettaient plus les pieds sur un bateau. En tout cas, ce qu'il leur restait... La raison est toute simple. Prends par exemple un brick, un navire couramment utilisé par les pirates et dont le grand mât mesure environ 40 mètres de haut. Est-ce que tu t'imagines une seule seconde être capable de monter à cette hauteur avec un crochet ou une jambe de bois? Je te l'accorde, avec un bon équilibre c'est jouable, mais c'est à peu près aussi facile que de dunker en fauteuil roulant. On est déjà sur du bon challenge. En réalité, les pirates estropiés disposaient d'une part de butin supplémentaire et étaient débarqués à terre à la première occasion pour y ouvrir une taverne, un bordel ou... je sais pas moi, un atelier de macramé. En ce qui concerne le cache-œil, la situation est un peu plus floue. Parce qu'ils ont plus qu'un œil. Les bornes ne pouvaient évidemment pas occuper n'importe quelle place à bord, mais leur handicap ne les exposait que peu à devenir un fardeau pour le reste de l'équipage. Enfin, nombreux étaient les marins qui portaient un anneau d'or. Cela devait les préserver de la noyade, mais également payer leur enterrement s'ils devaient mourir loin de chez eux. Il était également porté par les marins qui avaient passé le cap Horn, tout en bas de l'Amérique du Sud, et y avaient survécu. Alors pourquoi, me demandes-tu, interrompant par là même cet exposé d'une si indéniable qualité, cette image des pirates sanglants, barbares, refaite partout, nous est-elle à rester? Eh bien c'est simple, cousin. Ces éléments donnent aux pirates un sex-appeal devant lequel Freud lui-même aurait pâli, et c'est bien pour cette raison que l'imaginaire collectif s'en est emparé avec autant d'appétit. Tu comprends, une bande de marins dégueulasses à l'autre bout du monde, ça n'intéresse personne. Par contre, enjolive leur côté exotique et sauvage, et tu feras frémir jusqu'au fessier tendre et poudré de la marquise. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le pavillon noir, qu'on appelle également le Jolly Roger, à ne surtout pas confondre avec le Jolly Roger. Car si le Jolly Roger se hisse en haut du mât, le Jolly Roger préfère tenir ta barre. Si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas le seul drapeau dont disposaient les pirates, mais c'est le plus emblématique. On retrouve par exemple le pavillon rouge qui signifiait que, lors d'un abordage, les pirates ne feraient pas de quartier. Des quartiers d'orange! Le pavillon noir symbolise la mort. Il doit terroriser les marins et les inciter à se rendre sans combattre. La peur me paralyse.
Voilà pourquoi les squelettes, crânes, sables, sabliers sont récurrents dans l'imagerie des pirates. Chaque grand capitaine de la piraterie possède un Jolly Roger personnalisé, le plus connu étant certainement celui de Calico Jack, alias Jack Rackham, qui deviendra Rackham le Rouge dans les aventures de Tintin. Mais je t'entends maugréer derrière l'écran de ton personal computer ou PC pour les plus modernes d'entre nous et dire qu'il faudrait être le dernier des abrutis pour remettre en question l'existence du pavillon noir. Ça c'est vrai. Oui? Et alors? Il faut se souvenir que les pirates ne sont pas les plus gros poissons de l'océan. Blague de pêcheur. Énormément de bateaux militaires sont affrétés spécialement pour la chasse aux pirates, qui n'ont pas les moyens de lutter à armes égales contre un 3 ponts doté de 60 canons. Pour survivre, les pirates doivent donc savoir rester discrets et utiliser la ruse plutôt que de foncer dans le tas comme des bourrins, n'en déplaise aux barbares. Hisser le pavillon noir revient à dire « Coucou, c'est nous les pirates !» Or, se balader partout en gueulant à qui veut l'entendre qu'on est un dangereux criminel assoiffé de sang et de stupre n'est pas la meilleure idée lorsque la moitié du monde connu veut utiliser ta peau pour se faire une nouvelle voix. Voilà pourquoi le pavillon noir flottait très rarement en haut du mât des navires pirates et n'était généralement visible qu'au moment de l'abordage, toujours pour impressionner les équipages des navires attaqués. À en croire les histoires que racontent encore parfois les vieux marins, si tu sais où plonger, si tu sais où creuser, ta fortune est faite. Des perles, de la porcelaine, des pierres précieuses, de l'argent, de l'or, tout ça entassé dans des cales bien trop petites. Voilà ce que les légendes promettent, voilà ce qui tapisse le fond des océans, et voilà ce qui se cache sous le sable blanc d'îles désertes. Encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui courent après les trésors de Bellamy, Barbe Noire, Howell ou William Kidd. La légende raconte même que l'Abuse, avant d'être pendu, jette dans la foule un cryptogramme et dit « Mon trésor, qui saura le prendre ?» Eh bien mon ami, redonne au fossoyeur sa pelle, car les légendes se foutent de ta gueule. Oublie une seconde l'appel de l'or et rebranche ton cerveau. Les pirates attaquent des navires marchands, qui sont des proies faciles et susceptibles de rapporter, tout en évitant les navires militaires, qui sont la promesse d'une mort aussi indésirable que douloureuse. Pour bien te faire comprendre la situation, c'est un peu comme choisir entre attaquer un cargo bourré de marchandises et une vedette des douanes. Si tu choisis d'attaquer la vedette et que tu t'étonnes de pas trouver d'argent, c'est pas que t'as pas eu de chance, c'est juste que t'es un peu con. Les pirates n'étant pas des débiles, en tout cas pas tous, ils évitaient autant que possible les navires militaires. Donc les richesses dont les frères de la côte s'emparent sont celles de marchands, majoritairement des produits de consommation comme du tabac, du cacao, du sucre ou du coton, qui sont à l'époque de véritables produits de luxe. En gros, les pirates volent des Rolex et les refourguent au premier comptoir de commerce peu regardant. Très bien, brave marchand, j'achète votre marchandise. Merci, mon doux seigneur. Il y a toujours un peu d'or à bord, mais il est généralement caché de quelque part dans l'armature du bateau pour ne pas tout perdre en cas d'abordage. Parfois même, les pirates tombent sur un négrier, c'est-à-dire un navire qui fait du trafic d'esclaves. Il faut savoir qu'à l'époque, un esclave en bonne santé se revend environ 100 écus d'argent, soit la modique somme de 7000 €. Pour ce prix-là, rares sont ceux qui considèrent les esclaves comme autre chose qu'une marchandise précieuse, et les pirates eux-mêmes n'hésitent pas à en tirer un joli paquet. Tu dis joli paquet parce qu'ils sont noirs? Non, parce que tu sais, c'est un peu raciste, tu sais. Ouais, non. Enfin, les capitaines pirates ne s'enrichissent pas plus que les membres de leur équipage. L'histoire du capitaine qui va enterrer seul son trésor immense et qui tue tous les témoins est un mythe. En réalité, l'équipage d'un navire pirate est lié par ce qu'on appelle une chasse-partie, qui est une sorte de contrat précisant les règles de vie à respecter à bord du navire et les règles concernant le partage du butin. Par exemple, les matelots surpris à jouer de l'argent en fond de cale seront tués sur le champ. Très cher ami, nous en avons fini avec la première partie de ce Curiosity sur les pirates. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour les 2 derniers stéréotypes. Petit spoiler, ça va parler de boobs. Merci d'avoir regardé une part de mon trésor pour ton trouble et ta patience. En attendant, je te fais des bisous et je te souhaite bon vent.